tu peux donner une idée de la fréquence des entraînements, de la durée des entraînements, du contenu de ces entraînements aussi sur une semaine, par exemple, en étant junior? En étant junior, en étant junior, moi j'étais à l'INSEP. On s'entraînait lundi, mardi, jeudi. On faisait deux entraînements. Le mercredi, vendredi et samedi, on faisait un entraînement. Mhm. En général, on faisait de l'arraché, de l'épaulé, des squats, des tirages. On faisait au moins une fois de l'arraché, enfin, du squat snatch, une fois de l'épaulé jeté par semaine, technique Mhm. pure. Mhm. Après, on faisait tout ce qui est des complexes, hein, des power snatch, enfin, arraché debout, des travails de plot, des box, des hangs, enfin, en suspension, tout ça, on travaillait énormément ça. Les squats, beaucoup de squats. En fin de compte, on s'est arraché pour les squats tirages. Mhm. L'avantage qu'on avait en s'entraînant 2 fois par semaine, c'est qu'on pouvait rajouter à cela du renforcement musculaire. Donc, je vais dire, du vide press, traction, en gros, la préparation physique, quoi. On faisait ça en plus. On faisait un peu d'athlé aussi, on faisait des sprints, on Mhm. faisait des sauts sur box, le plus haut possible, des Mhm. triples bonds, on faisait tout ça en plus. Mais ça a toujours resté les mêmes mouvements, le même. Voilà. À quel moment l'entraînement il commence à se personnaliser ou s'individualiser par rapport à l'athlète quand tu montes un peu dans les rangs depuis junior jusqu'à senior? Alors malheureusement, en France, il n'y a pas réellement de personnalisation d'entraînement en fin de compte. Mhm. Tout le monde fait la même chose. C'est ça le problème. C'est là où justement j'ai réussi à percer un peu plus après 2009. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas les mêmes besoins qu'un Redon ou qu'un Dabaya ou qu'un machin. En fin de compte, ça reste toujours de l'arracher de l'épaule jeté. Mais on n'avait pas vraiment de la personnalisation. La personnalisation, en fait, elle était c'était peut-être un quart de la préparation de la semaine en fin de compte, sur des Mhm. mouvements de renforcement, Mhm. sur des mouvements des complexes, sur des mouvements semi-techniques. Euh, il y avait très peu, il n'y en avait pas énormément. Il n'y avait pas énormément de ça. Et donc, tu as mentionné que à un moment donné, tu as pu percer un petit peu, mais donc, toi, est-ce que toi, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à avancer, qui était différent des autres, peut-être? Quels exercices ou quelles façons de faire t'ont aidé à avancer qui n'étaient pas nécessairement les entraînements de Monsieur Tout-le-Monde? C'est qu'en 2000, je ne sais pas si vous avez vu dans la tête des haltéros, dans la tête des haltéros, je ne sais pas, c'est une vidéo qui tombe sur YouTube, c'est Mhm. Canapus qui avait fait ça dans les années 50, 2000, 2010. Mhm. Euh, j'ai fait entre 2000, en gros, je me suis mis à part à l'INSEP, que j'ai été de 2002 à 2005 à l'INSEP. En fin de compte, je me suis pratiquement toujours entraîné tout seul, Mhm. sauf en stage, tout ça. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont énormément aidé. À partir de ce moment-là, après ces championnats du monde-là, j'ai appelé mon premier entraîneur. Mon premier entraîneur a mis en place un protocole. Euh, il était à la retraite. Donc, du coup, je lui dis, je écoute, Patrice Cosnard, je lui dis, je fais voilà, quand je suis militaire, je suis dans la région, est-ce que ça me dirait euh, de me coacher? Et en fin de compte, il est resté 2 semaines à l'entraînement sans dire un mot, juste en voyant si j'avais un potentiel d'aller plus haut. Donc, du coup, c'est un peu frustrant parce que je me dis merde, ben, je m'entraîne, bah, ça va, j'étais bien là, patati patata. Il me dit non, mais vas-y, fais ton truc. Et en fin de compte, il m'a dit un truc tout simple. Il m'a dit moi, je pense que je peux te faire progresser. Je ne peux pas dire à combien je vais pouvoir te faire soulever les barres, mais je pense qu'on peut gagner sur le relâchement, que tu prennes en relâchement. En fait, il n'y a que ça, le relâchement des bras, tout ça. Moi, je peux te faire gagner que là-dessus. En force, c'est quand même tu es quand même très puissant. Je ne vais pas te faire gagner là-dessus, ça ne servira à rien. On va travailler sur le relâchement. Et on a travaillé ensemble. Et en fin de compte, franchement, les cahiers, je les ai encore, les cahiers, c'était toujours la même chose. Mais par contre, ce qui changeait, c'était en fait qu'il était à l'entraînement. Il me disait relâche tes bras, fais ceci, fais cela, place-toi comme ça. Il a juste ça m'a fait gagner énormément de kilos, parce que j'étais à 162 kilos. Il m'a fait gagner 8 kilos à l'arraché. À l'épaule jetée, il m'a fait gagner pareil 8 kilos. Ce qui est énorme par rapport au niveau que j'avais avant. Mhm. On partait du principe où, en fin de compte, on faisait un truc un peu à l'envers, c'est-à-dire que l'objectif, par exemple, était au mois d'avril. À partir du mois d'avril était l'objectif final.
L'objectif, j'ai une bêtise, faire 170 kg à l'arraché, 210 kg à l'épaulé jeté. En fait, on travaille sur des microcycles, sur des cycles de 3 semaines. Pendant 3 semaines, je fais la même prog. 3 semaines après, je refais. Comment dire, 3 semaines après, voilà, pardon, excusez-moi. En fait, désolé, c'est pendant 3 semaines, à la reprise, on travaillait sur le potentiel. On travaillait sur mon potentiel à moi. Combien est-ce que le potentiel j'ai à soulever les barres? Parce que moi, nerveusement, je récupérais très mal. Je récupérais très mal. Si j'ai envoyé une grosse séance, derrière, j'avais énormément de mal à récupérer. Moi, j'ai plus travaillé un peu au niveau dans le volume d'entraînement. C'était assez important. Nerveusement, moi, l'entraînement bulgare, moi, j'aurais cassé dès le début. Parce que dès ma formation jeune, j'ai eu un peu d'entraînement à la russe polonaise, en fait. Beaucoup de reps, tout ça. Et à la reprise, il disait, bon, ben Coco, l'entraînement en ce moment, ben, tes pourcentages, c'est 150 à l'arraché, 185 à l'épaulé jeté. Les pourcentages, ils ne changeaient jamais. Le seul truc qui changeait, en fin de compte, c'est l'objectif. Donc, automatiquement, si l'objectif il monte, les pourcentages de travail vont augmenter. C'est tout simplement pas. Alors, je n'ai jamais connu de semaine de deload. Ils font en fin de semaine de deload, machin. La seule semaine de deload que j'avais, c'était la semaine avant la compète pour récupérer. Je n'ai jamais connu ça. On travaillait vraiment sur le potentiel. Bien sûr, si jamais j'étais fatigué et arrivé sur telle charge, je ne pouvais pas la lever, je redescendais automatiquement. Je redescendais et puis je travaillais sur un minimum. Il fallait travailler un minimum, arriver à faire un minimum de travail sur cette charge-là. En général, les charges de travail étaient toujours entre 80 et 95, enfin, toujours entre 80 et 95%. Sur des mouvements de semi-technique, c'était toujours entre 70% et du 80%. Sur les squats, on allait, vu qu'on est dans l'explosivité, dans l'haltérophilie pure, on n'allait pas chercher, moi je n'ai aucun intérêt à aller chercher un gros squat sur une rep. On allait chercher le pourcentage de travail de mon squat était basé sur mon objectif de l'arraché et mon objectif de l'épaulé jeté. Donc si j'avais l'objectif de l'épaulé jeté à ce moment-là était de faire 200 kg, il fallait tout simplement que je travaille entre 190 kg en squat devant, entre 190 kg et 200 kg en 3 répétitions. Ça me permettait de mettre du contrôle lors de la descente et de la vitesse à la remontée. Et en fin de compte, c'est là où tu seras vraiment par l'explosivité. Ça te permet aussi de garder une base. Et ce travail que tu faisais là, ton muscle est toujours utilisé, mais la vitesse d'exécution ne sera pas la même. On n'allait pas chercher un gros squat. On allait remonter de temps en temps en squat, mais franchement, c'est vraiment pour se faire plaisir. Mais pour moi, ça ne me servait strictement à rien. Pour une personne de mon profil qui avait des squats très fortes. Et rien qu'en faisant ce système-là, depuis tout petit, à 16 ans, je faisais déjà 200 kg en squat. Je faisais 70 kg à 16 ans. Sans jamais chercher à faire une période de force en squat, en fait. C'est à partir du moment où tu t'entraînes naturellement, tu es obligé de récupérer. Le secret, pour moi, le secret, c'est d'arriver à emmagasiner le maximum de travail possible à une intensité la plus élevée possible pour être régulier au niveau technique, avoir un geste propre, pour ensuite monter. En gros, c'est simplement la charge est là, on monte, petit à petit. C'est simplement ça. La seule charge, le seul secret pour moi qui est en haltéro, franchement, en fait, c'est la charge. C'est la charge, parce que les mecs, ils se mettent là-dedans. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Tu t'entraînes, tu es régulier. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Le seul secret qu'il y a, c'est ça. C'est ce que font les Iraniens, les Kazakhs, les Chinois, les machins. C'est que ça le secret. Donc, il n'y a pas de secret. Et vu qu'en France, on n'a pas le droit, il n'y a pas de secret en fait. Dans toutes tes expériences de compétition et d'avoir côtoyé tous ces autres athlètes de niveau élite, est-ce qu'il y avait des profils très, très différents en termes de tolérer l'intensité et le volume par rapport à toi? Comme tu as dit, tu tolérais pas très bien l'intensité. Par contre, le volume, tu pouvais te charger assez bien sur une semaine, mais une grosse séance te mettait un petit peu dans le dur. Donc, est-ce que c'est le cas pour tous les haltérophiles d'élite, tu dirais, qui sont plus axés volume, ou il y en a qui sont un peu l'inverse, ou
ils s'en tirent mieux sur de l'intensité assez régulièrement, mais c'est le volume qui les casserait par rapport à toi Ouais. C'est exactement ça. J'ai eu Jean-Baptiste Bardis qui a fait les Jeux Olympiques en 2008 en 77 kg et en 85 en 2016. Tous les deux, on avait le profil complètement différent. Lui, il était plus habitué des gamins à s'entraîner un peu à l'arménienne. Il y avait un entraîneur, Kapanatian, qui était recordman du monde à l'arraché dans les années 2000, début 2000. En fin de compte, il a été formé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'intensité beaucoup très élevée. Pas beaucoup de séries, pas beaucoup de répétitions, mais une intensité très élevée. Et en fin de compte, en arrivant après, en se formant comme ceci, il est arrivé en senior avec ce profil-là. Donc, je pense réellement en fait qu'on adapte. On adapte en fait que le corps s'adapte. Souvent, on faisait des prises de sang pour voir si il nous manquait je sais pas, du fer, du magnésium, des trucs comme ça. Et il nous faisait aussi voir le taux de testostérone aussi. Pour voir le taux de testostérone, en fait, c'était un peu un truc déguisé pour savoir si on prenait ou pas. Et bizarrement, lui, il était au-dessus de la moyenne. Et moi, j'étais plus poids dans la moyenne. Lui était un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Il a dû faire d'autres tests pour voir si c'était naturel ou pas. Et en fin de compte, il s'est révélé que c'était naturel. C'est comme des gens en hormones de croissance. Il y a des gens, c'est des nains. Il y en a, ils sont hyper grands. C'est que dans leur corps, ils ont développé plus de... Voilà. Et en fin de compte, je pense que sa formation qu'il a eue a dû avoir, je pense qu'il a dû avoir un impact ensuite sur lui en étant plus âgé, quoi. Et si moi j'avais eu sa formation à lui, j'aurais peut-être pas physiologiquement, j'étais peut-être pas prêt à faire son truc, mais j'aurais été quand même, j'aurais pu peut-être subir plus d'intensité que lui. Mais le résultat n'aurait pas été le même forcément. Mais rien que là, on voit des différences, quoi. Donc, suivant les pays. Oui. Donc oui, suivant les pays, donc suivant peut-être les philosophies de coaching et d'entraînement dans l'haltérophilie, certaines pratiques conviennent plus à certains types d'athlètes que d'autres. Donc tu peux te retrouver dans une fédération, exactement, par exemple, qui est plus axée intensité ou au contraire plus axée volume. Et suivant le type d'athlète que tu es naturellement, ça ne va pas nécessairement te correspondre. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Je pense que la meilleure formation qui soit, si on prend des gens sur 100 personnes, je pense que la meilleure formation qui soit, en fin de compte, c'est la chinoise. Parce que la chinoise prennent un peu la technique avec URSS et bulgare, en fin de compte. Ils ont pris en fait les deux à l'époque, parce qu'ils n'ont pas été forts comme ça. Ça date d'il y a longtemps. En fin de compte, ils ont fait un mix. Et puis en fin de compte, il en ressort ça. Donc, je pense que la meilleure formation qui est pour prendre 100 personnes, je pense que c'est la chinoise. C'est vraiment très bon.